La jeune femme avait été humiliée par des gendarmes, et quelques minutes plus tard, tout allait basculer brutalement. Marina Kuznet était assise au volant de sa Lada grise, scrutant l'obscurité de la route départementale qui traversait les collines boisées de Corrèze. La nuit était déjà bien installée, et la route reliant Limoges à Tulle lui paraissait interminable. Les phares découpaient la brume épaisse d'octobre, révélant par instants les lignes blanches de l'asphalte humide et quelques panneaux routiers isolés. Une musique douce passait à la radio, mais Marina ne l'entendait presque pas. Elle était absorbée par ses pensées, concentrée sur une réunion professionnelle prévue le lendemain à Tulle. À 24 ans, elle travaillait comme juriste dans un grand cabinet parisien, et ce déplacement était crucial pour sa carrière. Elle détestait conduire de nuit, mais la réunion avait été fixée tôt le matin, sans alternative possible. La route était presque déserte. De temps à autre, un camion surgissait en sens inverse, ses phares l'aveuglant brièvement. Plus rarement encore, une voiture apparaissait derrière elle avant de disparaître dans la nuit. Marina avait déjà parcouru une longue distance depuis la capitale et espérait atteindre sa destination assez tôt pour dormir un peu à l'hôtel avant cette journée décisive. Elle était loin d'imaginer que, dans quelques minutes, sa vie basculerait à jamais, et que ce déplacement banal se transformerait en un cauchemar déclenchant une suite d'événements capables d'ébranler toute une région. Soudain, des lumières bleues apparurent dans le rétroviseur. Le cœur de Marina se serra. Par réflexe, elle jeta un coup d'œil au compteur. Elle roulait en dessous de la limite autorisée. Elle n'avait commis aucune infraction. Peut-être poursuivait-il quelqu'un d'autre, mais le signal était clairement pour elle. Le véhicule de gendarmerie clignotait avec insistance, exigeant l'arrêt. Une légère angoisse l'envahit. Obéissante, elle mit son clignotant et ralentit pour se ranger sur le bas-côté. L'endroit était isolé. Une forêt dense s'étendait tout autour. Le village le plus proche se trouvait encore à plusieurs kilomètres. Aucune autre voiture n'était visible. Elle s'arrêta, coupa la musique et alluma les feux de détresse. Ses mains tremblaient légèrement. Bien qu'elle fût une conductrice expérimentée, avec plusieurs années de permis et aucun problème avec la loi, les contrôles routiers la mettaient toujours mal à l'aise, surtout de nuit, dans un endroit aussi désert. La voiture de patrouille s'arrêta derrière elle, gyrophare toujours allumé. Dans le rétroviseur, Marina vit deux hommes en uniforme descendre lentement du véhicule. Ils ne se pressaient pas. Ils restèrent quelques instants à côté de leur voiture, échangeant quelques mots, puis s'approchèrent tranquillement de la sienne. L'un se dirigea vers la portière conducteur, l'autre contourna la voiture par la droite. Ils tenaient tous deux de puissantes lampes torchées, qu'ils braquèrent d'abord dans l'habitacle, puis directement sur son visage. Marina ferma les yeux un instant. Elle baissa la vitre, laissant l'air froid de l'automne envahir l'intérieur encore chaud. Celui qui se tenait à sa portière prit la parole le premier. Un homme robuste, la quarantaine, au visage dur et aux cheveux coupés courts. Sur son uniforme, elle distingua son écusson, adjudant Bernard Morel. Son collègue, plus jeune et plus mince, se tenait de l'autre côté, éclairant la banquette arrière et le coffre à travers la vitre. Son badge indiquait brigadier Lucas Petit. « Bonsoir. Vos papiers. » La voix de Morel était sèche, teintée d'un mépris à peine voilé. Marina sortit calmement son permis de conduire et la carte grise de son sac et les tendit par la fenêtre. Morel les prit et les examina longuement, éclairant chaque page avec sa lampe. Pendant ce temps, son collègue continuait d'inspecter l'habitacle, son regard s'attardant clairement sur Marina elle-même. Elle sentait ses regards, ressentait un malaise croissant. Quelque chose clochait dans leur comportement. D'ordinaire, les gendarmes étaient plus professionnels, plus distants. Ceux-ci semblaient trop familiers, trop lents, comme s'ils cherchaient délibérément à faire durer la situation. Morel releva enfin les yeux et la fixa. Son regard parcourut son visage, descendit plus bas, insistant, évaluateur. Instinctivement, Marina ajusta le col de son chemisier et frissonna. « Marina Kuznet » murmura-t-il en lisant son nom. « Parisienne, vous allez où, seule, à une heure pareille ?» Dans sa question, il y avait autre chose qu'une simple curiosité. Marina s'efforça de rester calme. « À Tulle, pour le travail. »« Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Morel esquissa un sourire et échangea un regard complice avec son collègue, qui sourit à son tour. « Sortez du véhicule. » La demande était étrange.
Un contrôle de routine ne nécessitait généralement pas de descendre, surtout en l'absence d'infraction. Marina hésita. Pourquoi? Puis-je connaître la raison du contrôle? Le visage de Morel se durcit. J'ai dit, sortez. Ou vous préférez que nous dressions un procès-verbal pour refus d'obtempérer? Amende ou garde à vue? La menace était claire. Marina sentit son cœur s'emballer. Juriste de formation, elle savait qu'un agent pouvait légalement lui demander de sortir, même si cela lui semblait injustifié. Mais discuter avec un homme armé, en uniforme, au milieu d'une route déserte, n'était pas raisonnable. Elle ouvrit lentement la portière et descendit, tentant de dissimuler sa peur. Le vent froid la frappa, et elle regretta de ne pas avoir mis un manteau plus épais sur sa tenue professionnelle. Morel tourna autour d'elle, la détaillant de la tête aux pieds. Petit s'approcha de l'autre côté, et Marina se retrouva prise entre les deux hommes. L'atmosphère devenait menaçante. La forêt environnante était sombre et silencieuse. Seul le bruit lointain de rares véhicules rappelait que le monde existait encore ailleurs. Ici, elle était seule, face à deux inconnus qui détenaient l'autorité, des armes, et manifestaient des intentions troubles. Marina comprenait peu à peu qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle, mais d'une situation dangereuse. Morel tenait toujours ses papiers, feuilletant lentement le permis, comme pour gagner du temps. Ses gestes délibérément l'en donnaient l'impression qu'il contrôlait tout. Petit se tenait légèrement derrière Marina, elle sentait sa présence dans son dos, ce qui accentuait son sentiment de vulnérabilité. Le froid d'octobre la transperçait, et elle se serra les bras. Ce n'était pas seulement le froid, l'adrénaline montait, et son instinct lui criait qu'elle était en danger. Morel releva enfin les yeux, affichant un sourire prédateur. Marina avait déjà vu ce type d'hommes, ceux qui jouissaient de leur pouvoir, qui se nourrissaient de la peur des autres. Mais jamais elle ne s'était retrouvée seule face à eux, dans une position aussi fragile, au bord d'une route isolée, sans témoin ni secours. Vous savez, Marina, commença Morel en étirant son prénom. Nous avons un petit souci avec vos documents. Il marqua une pause, observant sa réaction. Marina fronça les sourcils. Ses papiers étaient en règle, permis valide, assurance à jour, contrôle technique effectué, aucune amende. Elle était méticuleuse sur ces points. Quel souci? Tout est en ordre, répondit-elle fermement. Morel secoua la tête avec une fausse compassion. Ici, voyez-vous le tampon. Il est mal apposé. Ça ressemble à un faux. Usage de faux documents, c'est sérieux. Peine de prison possible. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. C'était un mensonge évident, une accusation absurde. Le document avait été délivré officiellement. Et pourtant, elle comprenait maintenant où cela menait. C'était un piège, une manœuvre de corruption classique. Ce n'est pas vrai, dit-elle en tentant de garder son calme. Le document est authentique. Vous n'avez pas le droit. Morel éclata d'un rire bref. Je n'ai pas le droit? Ici, c'est moi qui décide. Tu es entre mes mains. Il s'avança, dominant. Marina recula instinctivement, mais heurta Petit derrière elle. Le brigadier posa ses mains sur ses épaules, la maintenant fermement. Elle sentit son souffle dans son cou. La nausée la saisit. Lâchez-moi, dit-elle sèchement. Il serra davantage, ses doigts s'enfonçant douloureusement. Morel observait la scène avec satisfaction, son regard glissant sur sa silhouette. Marina se sentit souillée sous ce regard. Mais bon, poursuivit-il. Nous ne sommes pas des monstres. On peut s'arranger. Hein, Lucas? Petit acquiesça sans retirer ses mains. On peut fermer les yeux. Tout régler pour que tu repartes tranquillement. Dans ses paroles, Marina percevait une fausseté évidente. Elle savait qu'une exigence allait suivre. Son cœur battait à tout rompre. Elle cherchait désespérément une issue, mais il n'y en avait aucune. Crier ne servirait à rien. Personne autour. Fuir était impossible. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Elle voulait l'entendre de sa propre bouche, graver leur intention criminelle dans sa mémoire pour pouvoir, si elle s'en sortait, les traduire en justice. Bernard Morel esquissa un sourire encore plus large, découvrant des dents jaunies par le tabac. Maligne, la petite.
Tu vas droit au but. J'aime ça. Il glissa ses papiers dans la poche de son uniforme et s'approcha encore, presque collé à elle. Marina sentit l'odeur d'un parfum bon marché mêlé à celle du tabac froid, et la nausée remonta aussitôt. 5000 €. Et on se quitte bons amis. Une petite somme pour une jolie Parisienne comme toi, non? Il tendit la main et effleura sa joue du bout des doigts. Marina tourna brusquement la tête, mais Lucas Petit la maintint aussitôt en place. 5000. Marina était prête à payer n'importe quelle somme pour se débarrasser de ces types et partir le plus loin possible. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Morel lui indiquait que l'argent ne serait pas suffisant. Et la suite confirma ses pires craintes. Ou bien, reprit-il en traînant les mots, avec une intonation ouvertement obscène. On peut s'arranger autrement. Il y a un petit motel sympa pas très loin. Il la fixa droit dans les yeux. Tu passes un moment avec nous, tu tiens compagnie à 2 pauvres gendarmes seuls, et on oublie tes soucis de papier. Pas besoin d'argent. Une bonne affaire, non? Il savourait la situation, le pouvoir qu'il exerçait sur elle. Derrière elle, Petit ricana et serra plus fort ses épaules, confirmant qu'ils agissaient ensemble. Une vague de rage submergea Marina, balayant la peur. Ces ordures en uniforme osaient lui proposer ça. Il pensait pouvoir disposer de son corps et de sa dignité simplement parce qu'il portait une arme et un badge. Tout ce qu'elle avait appris en droit, toutes les lois, tous les principes, semblaient soudain inutiles. Ici, sur ce bas-côté sombre, la loi n'existait plus. Vous êtes des malades, cracha-t-elle. Je porterai plainte. Je ferai en sorte que vous finissiez en prison pour extorsion et tentative de viol. Le visage de Morel changea instantanément. Le sourire disparut, remplacé par une froideur haineuse. Il la saisit brusquement à la gorge, serrant jusqu'à lui couper le souffle. Qu'est-ce que tu viens de dire, salope? Tu me menaces? Toi, une moins que rien. Sa poigne se resserra. Marina suffoquait, agrippant son poignet à 2 mains, tentant désespérément de desserrer l'étreinte. Petit lâcha ses épaules. Morel la repoussa violemment contre le capot de sa propre voiture. Elle s'effondra sur le métal glacé, toussant, cherchant de l'air. Sa gorge brûlait, des taches noires dansaient devant ses yeux. Elle entendait Morel parler à Petit, sans comprendre les mots. Quand elle parvint à relever la tête, les 2 hommes se tenaient au-dessus d'elle, le visage fermé. Très bien, dit Morel d'une voix glaciale. Tu l'as voulu. On pouvait régler ça calmement. Maintenant, tu vas assumer. Il se tourna vers son collègue. Lucas, appelle du renfort. Cette salope vient d'agresser un gendarme en service. Elle a essayé de m'arracher mon arme. Marina resta pétrifiée. Elle comprit. Ils allaient tout inventer. C'est faux. Je n'ai rien fait. Cria-t-elle. Morel retrouva son sourire carnassier. Petit parlait déjà dans la radio, décrivant une agression imaginaire. Ce fut un cauchemar. Le pire. Elle allait être arrêtée sur la base d'un mensonge, simplement parce qu'elle avait refusé de se soumettre. Elle resta assise sur le bas-côté sous la surveillance de Petit, qui semblait accomplir une tâche banale. Morel marchait à distance, parlant au téléphone, ajustant manifestement sa version avec quelqu'un. Marina tentait de réfléchir. Elle connaissait ses droits. Elle savait qu'elle avait droit à un avocat, à un appel. Mais le savoir théorique ne valait rien face à ces hommes. Elle tenta de prendre son téléphone dans son sac. Petit le lui arracha aussitôt. Téléphone saisi comme pièce à conviction, dit-il sans émotion, fouillant ses affaires. Elle se retrouva totalement isolée. Des gyrophares apparurent plus loin. Une seconde voiture arriva. 2 autres gendarmes descendirent. L'un, plus âgé, portait les galons de capitaine Jean-Paul Martin. L'autre était très jeune, manifestement débutant. Morel s'approcha du capitaine. Ils s'écartèrent, parlant à voix basse. Marina vit Morel gesticuler, expliquer. Le capitaine acquiesçait, jetant parfois un regard vers elle. Le jeune gendarme observait la scène, visiblement mal à l'aise, mais n'intervenait pas. Marina comprit alors que le système fonctionnait parfaitement. Les anciens couvraient les autres. Personne ne la croirait. Elle était seule face à l'institution.
Le capitaine Martin s'approcha enfin. Mademoiselle, dit-il froidement. Vous êtes accusée d'agression sur agent de la force publique, de rébellion et d'outrage. Il énonçait les faits comme s'ils étaient établis. Vous allez nous suivre pour audition. Marina tenta une dernière fois. Monsieur, c'est un mensonge. Ils m'ont arrêté sans raison, ils ont exigé de l'argent, puis du sexe. J'ai refusé. Elle parlait vite, désespérée. Martin fronça les sourcils. Accuser des gendarmes est une infraction grave. Je vous conseille de coopérer. Petit sortit les menottes. Marina sentit les larmes monter. C'est vraiment nécessaire? Il ne répondit pas. Il lui tourna brutalement le dos, lui tira les bras derrière et serra le métal froid autour de ses poignets. Trop serré. Elle grimaça. On la fit monter à l'arrière du véhicule de Morel et Petit. Une grille la séparait de l'avant. L'habitacle empestait le tabac et quelque chose de rance. Morel s'installa au volant, Petit à côté. L'autre équipe resta avec sa voiture. Tout lui avait été arraché en un instant. Elle regardait la nuit défiler par la vitre, incapable de comprendre. Peu auparavant, elle était une femme libre, en route pour un rendez-vous professionnel. Maintenant, elle était une détenue, accusée de crimes imaginaires. Ses pensées allèrent vers son père, le colonel Alain Moreau. Militaire de carrière, chef d'unité, homme dur et redouté. Elle était sa fille unique. Il avait toujours dit que quiconque lui ferait du mal le paierait cher. Elle avait toujours cru que c'était une exagération paternelle. Pour la première fois, elle se demanda ce qui se passerait s'il apprenait ce qu'on lui faisait. Le véhicule entra dans l'enceinte de la gendarmerie de Brive-la-Gaillarde. Un bâtiment gris, sans charme, entouré d'un mur de béton. On la fit descendre. Ses jambes engourdies la faisaient trébucher. Morel la tenait par le bras, presque en la traînant. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'odeurs de produits ménagers, de sueur et de peur. À l'accueil, un sous-officier remplissait des formulaires. Morel expliqua brièvement. Suspecte pour agression sur agent. Procédure en cours. Le gendarme hocha la tête, désigna une porte. Salle 3. La pièce était petite, sans fenêtre. Mur de béton, une table, des chaises. Un lit métallique avec un matelas sale dans un coin. Marina fut assise sur une chaise, toujours menottée. Petit resta devant la porte. Morel s'assit en face, sortant un carnet. Ils restèrent silencieux. Il la fixait avec le même sourire prédateur. Alors, Marina, dit-il enfin. Tu as réfléchi? On peut encore s'arranger. Je dis que c'était un malentendu, que tu t'es excusé. Il se pencha. Sinon, tu verras un juge. Détention provisoire. Des semaines, des mois enfermés avec des criminels. Une fille comme toi ne tiendra pas longtemps. Il se leva, contourna la table et s'arrêta derrière elle. On peut même régler ça ici. Personne ne saura. Lucas garde la porte. Sa main se posa sur son épaule. Marina se débattit, impuissante. Ne me touche pas, ordure. Quelque chose céda en elle. Les larmes qu'elle retenait depuis le début jaillirent enfin. Elle pleurait de rage, d'impuissance, d'humiliation. Morel recula, satisfait de l'effet obtenu. Ça y est, t'es brisé, constata-t-il avec contentement. Très bien. On laisse comme ça. Tribunal. Il sortit de la salle en claquant la porte. Petit entra, lui retira les menottes et les jeta sur le lit. Dors, lâcha-t-il. Puis il sortit à son tour et verrouilla. Marina resta assise sur le matelas sale, les genoux serrés contre elle, pleurant silencieusement. Ses poignets brûlaient là où le métal l'avait écorché. Sa gorge la faisait souffrir depuis que Morel l'avait étranglée sur la route. Son corps entier était endolori, sa tête pulsait. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la blessure morale, à cette sensation d'être totalement sans défense face à une institution censée protéger, devenue un instrument d'abus. Elle ne savait pas combien de temps avait passé. Quand la porte s'ouvrit de nouveau, Morel entra, sans sa veste d'uniforme, en chemise, et son expression suffit à Marina pour comprendre qu'il n'était pas venu l'interroger. Elle recula jusqu'au mur, mais il n'y avait nulle part où fuir.
T'es une fille intelligente, dit-il en s'approchant. Tu vas comprendre que résister ne sert à rien. Marina cria, mais il lui plaqua une main sur la bouche. Les minutes qui suivirent furent un enfer. Morel la frappa, plusieurs fois, au visage, aux côtes, la jeta au sol. Il ne la viola pas, mais l'humilia, la tripota, la menaça. Petit resta dans l'encadrement de la porte, observant, sans intervenir. Quand Morel s'en alla enfin, la laissant en sanglots et rouée de coups sur le sol, Marina resta étendue, incapable de bouger. Elle avait le goût du sang dans la bouche. Un bleu commençait à gonfler sous son œil. Ses côtes lui faisaient si mal que chaque respiration était un effort. Et pourtant, dans ce moment le plus sombre de sa vie, elle se souvint de son téléphone. Petit avait pris son sac, mais il avait été négligent. En fouillant, il n'avait pas remarqué qu'elle gardait, dans la poche de sa veste, un vieux téléphone de secours, celui qu'elle emportait toujours pour les longs trajets au cas où le principal tomberait en panne. Les mains tremblantes, elle le retrouva au fond de la poche. La batterie était presque vide, mais il y avait du réseau. Elle composa le numéro de son père. Ça sonnait. Une fois. 2 fois. Puis une voix rauque, réveillée en pleine nuit. « Allô ? Papa » murmura Marina, la voix brisée. « Papa, aide-moi, s'il te plaît. » Et elle lui raconta tout, l'arrêt au bord de la route, l'extorsion, l'arrestation, les coups. Elle pleurait dans le combiné, peinait à articuler, mais il comprit tout. Au bout du fil, un silence s'installa, lourd et sinistre, au point que Marina sentit que quelque chose de terrible allait se produire. Puis la voix de son père tomba, froide comme la glace, dure comme l'acier. « Tiens bon, ma fille. J'arrive. Ils vont mourir. » La communication coupa. La batterie venait de lâcher. Mais Marina le savait, son père venait. Et l'enfer ne faisait que commencer pour ceux qui avaient osé toucher à sa fille. Le colonel Alain Moreau dormait d'un sommeil agité dans sa chambre de service, sur une base militaire, quand, au cœur de la nuit, la vibration de son téléphone sur la table de chevet le réveilla. Militaire depuis des décennies, passé par des opérations extérieures et des combats, ancien chef d'unité, il avait appris à s'éveiller instantanément, prêt à agir au moindre bruit. Sa main attrapa le téléphone avant même que son esprit soit pleinement revenu. Un numéro inconnu s'affichait. Il fronça les sourcils. Qui pouvait appeler à une heure pareille? Son numéro professionnel était connu de ceux qui en avaient besoin, mais son numéro personnel, seulement des proches. Sa fille appelait toujours avec son numéro habituel. L'alarme lui traversa la poitrine. Ce pressentiment mauvais, celui qui se forge chez les militaires au fil des années, quand l'instinct prend le pas sur la logique. Il décrocha. « Allô ?» Un souffle irrégulier, puis la voix qui figea son sang. « Papa. » C'était Marina. Sa voix n'était pas la sienne. Faible, tremblante, brisée. On y entendait la douleur, la peur, et autre chose encore, un désespoir total. Moreau fut debout, lumière allumée, en une fraction de seconde. « Marina, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il sèchement. Ce qu'il entendit dans les minutes qui suivirent le transforma en machine de combat. Elle parlait de façon décousue, noyée de larmes, mais il saisit chaque mot, arrêt sur une route, gendarme corrompu, extorsion, proposition sordide, refus, accusation inventée, arrestation, coup, humiliation. Chaque détail était un couteau dans sa poitrine. Pourtant, il ne montra rien. Il écoutait, enregistrait, mémorisait, et son esprit bâtissait déjà un plan. Des décennies de service lui avaient appris à agir dans les situations critiques, froidement, efficacement, même quand il s'agissait de la personne la plus précieuse de sa vie. Sa fille unique. Celle qu'il avait élevée seule depuis la mort de sa femme, des années plus tôt. Son sens, sa lumière. Elle était enfermée quelque part, battue et humiliée par des voyous en uniforme. La rage qui montait en lui dépassait tout ce qu'il avait ressenti au combat. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était quelque chose d'instinctif, de primaire, l'élan du père prêt à déchirer quiconque avait touché à son enfant. Sa main se referma si fort que ses jointures blanchirent. « Tiens bon, ma fille, dit-il d'une voix plane, froide, solide comme l'acier. J'arrive. Ils vont mourir, je te le promets. » Puis la ligne coupa. Il resta immobile quelques secondes,
le téléphone à la main, absorbant l'information. Une brigade. 2 gendarmes, Morel et Petit. Des accusations fabriquées. Des coups. Il en avait assez pour agir. Partir seul serait une erreur. Il lui fallait une équipe, de la puissance, un appui. Et il savait exactement à qui s'adresser. Il s'habilla vite, enfila une tenue de terrain, serra ses Rangers, passa un gilet. Il ouvrit son coffre personnel, prit son arme de service, vérifia le chargeur, arma, remit en sécurité. Puis il sortit et se dirigea vers le bâtiment où logeait son unité. Des hommes d'élite, des vétérans, tous entraînés à exécuter n'importe quelle mission. Et surtout, ce n'étaient pas seulement des subordonnés, c'étaient des frères d'armes, ceux avec qui il avait traversé le pire, ceux qui lui faisaient confiance et à qui il avait confié sa vie. Il entra, alluma. Une dizaine d'hommes dormaient sur des lits. Ses meilleurs. Debout. Lança-t-il. Sa voix claqua dans le silence. Ils bondirent immédiatement, dressés par des années d'habitude. Même encore embrumés, ils le regardaient, surpris de le voir équipé en pleine nuit. 5 minutes. Équipement complet. Armes. On sort. Mission. Il n'expliqua pas davantage. Il n'en avait pas besoin. Ces hommes étaient faits pour agir sur ordre. Ils se mirent en mouvement comme une mécanique. En quelques instants, ils étaient alignés, prêts. L'adjudant-chef Michel Laurent, compagnon de Moreau depuis longtemps, s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe, mon colonel » demanda-t-il bas. Moreau le fixa. Laurent vit dans ses yeux une fureur telle qu'il recula d'un pas. « Ma fille a été frappée par des gendarmes. On va la récupérer. Si quelqu'un tente de nous arrêter, on écarte. » Il le dit comme un constat, sans hésitation. Laurent hocha la tête. Il avait lui-même une fille, et il comprit. Les autres murmurèrent leur accord. Ce n'était pas une phrase en l'air, c'était un serment. Peu après, 3 véhicules militaires aux vitres sombres quittèrent la base par une sortie secondaire. Les plaques étaient dissimulées. Sur le toit, des gyrophares furent activés une fois sur la route. Moreau conduisait le premier. Laurent était à côté. À l'arrière, 3 hommes. Les autres étaient répartis dans les 2 véhicules suivants. Tous étaient armés. Ils roulaient vite, dépassant les rares poids lourds de nuit. Les gyrophares ouvraient la voie, et personne ne tenta de les arrêter. 3 véhicules militaires lancés à pleine vitesse imposaient le respect, même aux patrouilles. Moreau serrait le volant jusqu'à la douleur, mais il ne sentait rien. Il enchaînait les scénarios dans sa tête. Il ne pouvait pas entrer dans une brigade et demander gentiment qu'on libère sa fille. On le ridiculiserait, et on l'arrêterait peut-être. Il fallait agir dur, vite, efficacement, intimider, écraser, reprendre ce qui lui appartenait à sa fille et partir avant qu'une résistance ne s'organise. C'était une opération de récupération d'otages. Sauf que l'otage était sa propre fille, et que les ravisseurs portaient l'uniforme de l'État. Il n'avait pas le temps pour l'ironie. Il était soldat, habitué à résoudre par la force. Et cette force se tournait maintenant contre ceux qui auraient dû protéger, mais qui s'étaient changés en bandits. Laurent vérifiait son chargeur en silence. Dans les autres véhicules, les hommes faisaient de même, resserrant sangle et équipement. Tous savaient ce que cela signifiait, ils allaient entrer de force dans une brigade. Un acte qui, en soi, relevait du crime d'État. Mais pas un seul n'hésitait. Parce que leur chef ne laissait jamais les siens. Et la fille de leur chef, d'une certaine façon, était la fille de toute l'unité. Beaucoup l'avaient vue lors des fêtes de l'unité, aux journées portes ouvertes, et savaient à quel point c'était une fille gentille et intelligente. Alors l'idée que des ordures aient osé lui faire du mal déclenchait chez chacun une colère froide et un désir de juste représailles. La route lui parut interminable. Puis, au loin, apparurent les lumières d'Épinal, une vieille ville des Vosges. Mais Moreau n'avait aucun intérêt pour ce que la ville pouvait offrir. Il ne pensait qu'à un seul bâtiment, dans une zone industrielle à la périphérie. D'après les informations qu'il avait obtenues par ses canaux en chemin après avoir appelé un contact à la DGSI, la brigade de gendarmerie se trouvait rue du Général Leclerc, un petit bâtiment de 3 étages, construit des décennies plus tôt, avec l'accueil au rez-de-chaussée, les bureaux au-dessus, et des cellules en sous-sol. La garde de nuit comptait une quinzaine d'hommes,
entre ceux de permanence et les patrouilles. Armement standard, pistolet de dotation, quelques fusils rangés à l'armurerie. Rien que son unité ne puisse gérer. Moreau guida les véhicules dans les rues nocturnes, vérifiant son itinéraire. La colonne s'engagea finalement dans la rue indiquée et s'approcha lentement du bâtiment. Sous des lampadaires faiblards, l'endroit avait l'air sombre et triste, murs gris, fenêtres grillagées au rez-de-chaussée, porte métallique avec interphone. Dans la cour, derrière le grillage, on distinguait plusieurs véhicules de patrouille. Tout était silencieux. Le quartier dormait, et la rue était déserte. Moreau arrêta le premier véhicule à distance du bâtiment, coupa le moteur et les gyrophares. Les deux autres se placèrent derrière. Tous descendirent, refermant les portières sans bruit. L'air de la nuit était froid et net. Au loin, un chien aboya. Le colonel rassembla ses hommes et exposa le plan, sans détour. Objectif, sortir ma fille de sa cellule. Elle est au sous-sol. On entre par l'entrée principale. Laurent, toi et 3 hommes, vous bloquez l'accueil, vous neutralisez le planton et tous ceux qui s'y trouvent. Ligoté, désarmé. À terre. Pas de mort s'il n'y a pas de menace directe. Mais si quelqu'un tente de saisir une arme, vous agissez sans avertissement. Alexandre, toi avec 2 hommes, vous descendez au sous-sol, vous trouvez les cellules, vous récupérez Marina. Les autres avec moi, on couvre la sortie et on bloque les escaliers pour empêcher qu'on descende des étages. On fait ça vite et on disparaît. Des questions? Il n'y en eut pas. C'étaient des professionnels, habitués à agir vite, proprement, ensemble. Une dernière vérification des armes, les sécurités sautaient, et Moreau donna l'ordre. On y va. Ils avancèrent vers le bâtiment rapidement, mais en silence, en restant dans les zones d'ombre. Arrivé à la porte, Moreau ne perdit pas une seconde avec l'interphone. Il recula d'un pas et frappa du talon au niveau de la serrure. La porte, de construction ancienne, céda après quelques coups, s'ouvrant avec fracas. Le bruit résonna dans la nuit. Les hommes entrèrent aussitôt, avant même que l'écho ne meure. L'accueil se trouvait à droite. Un adjudant de gendarmerie somnolait derrière un bureau, il n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait quand 4 hommes en tenue de terrain surgirent. Laurent atteignit le premier le comptoir, abattit la crosse sur le bureau d'un coup sec, et l'homme recula, blême. Main sur le bureau. Tout de suite. Aboya Laurent. Le gendarme obéit, les mains tremblantes. 2 autres fouillèrent la pièce. Dans un coin, sur une banquette, un autre gendarme s'était assoupi, réveillé par le fracas, il fixait les armes, les yeux écarquillés. À terre. Face contre le sol. Ordonna l'un des hommes. Il s'exécuta aussitôt. On les attacha avec des colliers de serrage, on les fouilla, on récupéra pistolet et radio. Tout fut réglé en un instant. Accueil sécurisé, annonça Laurent dans son micro. Pendant ce temps, Moreau et le reste du groupe progressaient déjà dans le bâtiment. Le couloir, long et vide, était éclairé par des ampoules pâles. Les portes des bureaux étaient fermées. Là-haut, à cette heure, il n'y avait personne ou presque. Mais quelque part, il y avait ceux qui avaient frappé sa fille. Et quelque part, Marina. Le cœur de Moreau battait fort, mais ses mains restaient stables et son esprit, glacé. Alexandre et ses 2 hommes trouvèrent la porte du sous-sol, massive, métallique, verrouillée. L'un d'eux sortit des outils et travailla sans un mot. Il savait faire. Le verrou céda avec un déclic. À l'ouverture, une odeur d'humidité et de renfermé les frappa. Un escalier descendait dans la pénombre. Alexandre activa sa lampe et commença à descendre, à l'écoute. En bas, silence. Le sous-sol était un couloir étroit, avec plusieurs portes de cellules de chaque côté. Tout au bout, une seule ampoule brûlait, donnant à l'endroit un air fantomatique. Alexandre regarda par la trappe de la première porte, vide. La seconde, vide. La troisième, il aperçut une silhouette assise sur le lit, recroquevillée contre le mur. Une petite forme, des cheveux longs. Trouvé, dit-il brièvement à la radio. La porte était fermée, mais la serrure était simple. Alexandre l'ouvrit et entra. Marina, assise sur une couchette sale, les bras autour des genoux, sursauta à l'ouverture. Elle releva la tête. À la lumière,
Alexandre vit son visage, gonflé par les larmes, un bleu sous l'œil, la lèvre fendue. Son regard était terrorisé, perdu. Par réflexe, elle tenta de se coller davantage au mur, comme si elle s'attendait à de nouvelles humiliations. « Marina » demanda Alexandre doucement en abaissant son arme. « Votre père nous envoie. On vous sort d'ici. » Elle le fixa, sans comprendre, comme si ses oreilles refusaient d'entendre. Puis la réalité la rattrapa. Son visage se tordit et elle éclata en sanglots. Papa souffla elle à travers ses larmes. Alexandre s'approcha, l'aida à se lever. Elle tenait à peine debout, vacillante, il dut la soutenir. « Ça va. C'est fini. Vous êtes en sécurité, dit-il d'une voix apaisante. Le second homme retira sa veste et la posa sur ses épaules. Marina tremblait, de froid et de choc. Ils la conduisirent vers l'escalier. En haut, Moreau attendait près de la porte du sous-sol. Quand il vit sa fille arriver, quelque chose se brisa dans sa maîtrise de fer. Il se précipita, la serra contre lui. Marina enfouit son visage contre sa poitrine et sanglota plus fort, agrippée à son uniforme. « Papa Ilzil. » Elle n'arrivait pas à parler, étouffée par les pleurs. Moreau lui caressait les cheveux, la tenant contre lui. Ses yeux restaient secs, mais une flamme de rage y brûlait si violemment qu'Alexandre, à côté, détourna le regard. « Doucement, ma fille. Doucement. Je suis là. C'est derrière toi, » murmura Moreau. Mais son regard fouillait le couloir, cherchant des ennemis. Où sont-ils? Où sont ceux qui ont osé toucher à mon enfant? Où sont Morel et Petit? Demanda-t-il d'une voix sourde. Marina leva vers lui ses yeux noyés. Je ne sais pas. Morel est parti il y a un moment. Petit, je ne sais pas où il est. Moreau hocha la tête. D'abord, sortir Marina. Le reste viendrait. Forcément. À cet instant, un bruit monta depuis l'étage, le fracas de la porte, le vacarme à l'accueil avait réveillé quelqu'un. Une porte claqua, et un homme en tenue incomplète apparut dans le couloir, visiblement tiré du sommeil. En voyant les armes, il se figea. Puis sa main se porta à son étui. Un des hommes de Moreau réagit immédiatement et tira une courte rafale au plafond au-dessus de sa tête. Le bruit fut assourdissant. « À terre! Main derrière la tête !» hurla-t-il. Le gendarme tomba à genoux, les mains levées. Mais le vacarme en attira d'autres. D'autres portes s'ouvrirent. Des hommes sortirent, certains en uniforme, certains à peine réveillés. Certains ne comprenaient pas encore. D'autres cherchaient déjà leur arme. Le chaos commençait. Moreau comprit qu'il fallait partir, tout de suite, avant que tout ne dégénère. Repli. Tout le monde dehors, ordonna-t-il en poussant Marina vers la sortie. Laurent et son groupe étaient déjà près de l'entrée, couvrant l'évacuation. Les hommes reculèrent en gardant les gendarmes en joue. Aucun tir ne venait encore, ils n'étaient pas prêts, beaucoup n'étaient pas armés, et les fusils braqués leur coupaient toute velléité d'héroïsme. Puis Morel apparut au bout du couloir. Il était déjà habillé, comme s'il allait quitter son service. En voyant la scène, il comprit instantanément. Il sortit son pistolet et tira sans hésiter. Une balle siffla près de la tête d'un homme de Moreau et se ficha dans le mur. Tout changea. Ce n'était plus une intimidation, c'était un affrontement. Moreau pivota, plaqua Marina contre le mur, la couvrant de son corps. Deux de ces hommes ripostèrent par de courtes rafales vers Morel. Celui-ci eut le réflexe de se jeter dans l'encadrement d'une porte, les impacts arrachèrent du plâtre. La fusillade éclata depuis l'angle. Les gendarmes qui, une seconde plus tôt, restaient figés, se dispersèrent. Certains tentaient de sortir une arme. D'autres se cachèrent. L'un d'eux tira malgré tout vers le groupe. La balle frappa le gilet d'un des hommes de Moreau. Il vacilla, mais resta debout. Il répondit, et le gendarme s'effondra en se tenant la jambe, blessure non mortelle, mais neutralisante. D'autres rafales claquèrent dans le couloir, plaquant tout le monde au sol. Moreau savait qu'il n'avait plus de marge, au moindre appel radio, des renforts arriveraient, et il serait coincé. « Fumigène » ordonna-t-il. Une grenade fumigène roula dans le couloir. Un épais nuage blanc se répandit,
avalant la visibilité. Profitant de la fumée, les hommes décrochaient rapidement. Moreau prit Marina dans ses bras, elle ne pouvait pas marcher, ses jambes ne la portaient plus. Laurent couvrait la retraite, lâchant de brèves rafales dans la fumée pour dissuader quiconque de sortir la tête. Ils jaillirent dehors. Le froid de la nuit leur fouetta le visage. Les véhicules étaient plus loin. Moreau cria. « Vite !» Le groupe courut. Derrière eux, des gendarmes sortirent à leur tour. Certains tirèrent, mais dans l'obscurité et à cette distance, peu de chances d'atteindre. Les balles sifflaient. L'une brisa la vitre arrière d'un des véhicules. Les hommes bondirent à bord. Moreau installa Marina à l'arrière du premier, puis prit le volant. Laurent sauta à l'avant. Un autre homme s'assit près de Marina, la serrant et la couvrant de son corps. Les moteurs rugirent. Les véhicules partirent d'un coup, gyrophares allumés. Les pneus crissèrent. La colonne s'éloigna de la brigade. Les tirs continuèrent un moment, puis s'étouffèrent au loin. Moreau conduisait à une vitesse extrême, franchissant les carrefours sans ralentir, dépassant tout ce qui se trouvait sur sa route. Laurent parlait à la radio avec les autres véhicules, vérifiant que tout le monde était là. Pas de blessés graves, un choc sur un gilet ne comptait pas. À l'arrière, Marina tremblait, les bras autour d'elle. L'homme à côté lui remit la veste sur les épaules, répétant. « Ça va. C'est fini. Vous êtes sortis. » Ils retrouvèrent la route qui les ramenait vers la base. Le ciel commençait à pâlir. Moreau jeta un regard dans le rétroviseur, le visage meurtri de sa fille lui serra le cœur. Mais elle était vivante. Elle était avec lui. Il l'avait récupérée. Et ceux qui avaient osé lui faire ça à leur tour viendraient. La colonne de véhicules militaires filait sur la route, laissant derrière elle Épinal et ceux qui venaient de s'y produire quelque chose qu'on pouvait appeler l'assaut d'un bâtiment de l'État tandis qu'un nouveau jour s'installait, froid, clair, sans rien effacer. Mais pour Marina, cette journée ne commençait pas du tout comme elle l'avait imaginé la veille au soir. Elle était assise à l'arrière du véhicule tout-terrain, emmitouflée dans une vareuse militaire qui n'était pas la sienne, et elle tremblait encore sous l'effet du choc. Le bleu sous son œil virait au violet. Sa lèvre fendue la lançait, et ses côtes lui faisaient mal à chaque inspiration. Pourtant, la douleur physique ne représentait rien face à la blessure intérieure que ces heures d'enfer, dans une cellule de la brigade d'Épinal, avaient laissée en elle. Elle regardait le paysage défiler derrière la vitre, sans le voir. Le visage de Morel et son rictus de prédateur revenaient sans cesse. Elle sentait encore ses mains sur elle, son souffle près de sa nuque. Les souvenirs arrivaient par vagues, et chaque vague la faisait sursauter, se replier sur elle-même. Son père conduisait sans parler, jetant seulement de temps à autre un regard dans le rétroviseur pour vérifier comment elle allait. Son visage était de pierre, la mâchoire serrée à s'en faire trembler les muscles. Laurent, à l'avant, restait silencieux lui aussi, comprenant que toute phrase serait inutile. Après un long moment de route, Moreau quitta brusquement l'axe principal et s'engagea sur un chemin secondaire qui s'enfonçait vers une zone boisée. « Mon colonel » demanda Laurent, surpris. Moreau ne répondit pas. Il continua sur la piste de terre, s'enfonçant entre les arbres. Les deux autres véhicules suivirent sans poser de questions. Peu après, ils débouchèrent sur une petite clairière encerclée de pins serrés. Un endroit isolé, où personne ne viendrait les déranger. Moreau immobilisa le véhicule, coupa le moteur et descendit. Les autres firent pareil. Il contourna l'arrière, ouvrit la portière et aida Marina à sortir avec précaution. Elle tenait à peine debout, oscillant, et il la soutint jusqu'à un tronc renversé au bord de la clairière. Il l'y fit asseoir, puis s'accroupit devant elle et prit ses mains. Ses grandes paumes calleuses de militaire refermèrent doucement les doigts froids de sa fille. Il la regarda droit dans les yeux. Marina y vit une douleur et une rage si profondes que, pour la première fois, elle n'eut pas peur pour elle-même, mais pour ceux qui lui avaient infligé ça. Marina commença-t-il d'une voix basse, tremblante d'émotion contenue. « Dis-moi tout, en détail. Tout ce qu'ils t'ont fait. Je dois savoir. » Marina baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Elle avait honte, même si elle savait qu'elle ne devrait pas. Elle n'était coupable de rien, mais le sentiment d'humiliation, de saleté, de dignité piétinée était si violent que les mots restaient coincés. Et pourtant, elle se mit à parler, lentement, avec des pauses,
étouffant des sanglots. Elle raconta tout, l'arrêt sans raison, les regards chargés de désir, le choix que Morel lui avait imposé entre l'argent et le sexe, son refus, la main sur sa gorge, les accusations montées de toutes pièces, le trajet jusqu'à la brigade, les humiliations, puis le retour de Morel dans la cellule, les coups, les attouchements, les menaces. Elle ne dit pas tout. Certaines choses étaient trop ignobles pour être prononcées à voix haute. Mais son père comprit, même sans les détails. Plus elle parlait, plus son visage se fermait. Son regard s'assombrissait, sa respiration devenait plus dure. Quand elle eut fini, il resta immobile, digérant ce qu'il venait d'entendre. Puis il se leva lentement, fit quelques pas, et frappa de toutes ses forces le tronc d'un pin. Le choc fut si puissant que l'écorce craqua. Ses jointures se couvrirent de sang. Il frappa encore, et encore, déversant une rage qui menaçait de le déchirer de l'intérieur. Laurent et les autres restaient à distance, sans intervenir. Il savait qu'il devait lâcher quelque chose, sinon il exploserait. Enfin, Moreau s'arrêta, haletant, la main appuyée contre le tronc. Son poing saignait, mais il semblait ne rien sentir. Il se tourna vers ses hommes, son visage n'avait plus rien d'humain, c'était celui d'un prédateur. Écoutez bien. Il pense pouvoir humilier les gens sans défense sans en répondre. Il croit que l'uniforme leur donne tous les droits. Il se trompe. On retournera à Épinal. On trouvera Morel, Petit, et tous ceux qui ont participé à ce qu'ils ont fait à ma fille. Et je m'occuperai d'eux moi-même. Ils vont comprendre ce que ça signifie de faire du mal aux faibles. Ils regretteront d'être nés. Il marqua une pause, balayant ses hommes du regard. Je ne vous ordonne pas de me suivre. C'est personnel. Ma vengeance. Ceux qui veulent se retirer le peuvent, je ne leur en voudrai pas. Mais ceux qui viennent avec moi vont jusqu'au bout. Je frapperai ces ordures jusqu'à ce qu'elles avouent et qu'elles supplient. Et même là je ne suis pas sûr de m'arrêter. Laurent s'avança le premier. Je suis avec vous, mon colonel. Jusqu'au bout. Un à un, tous les autres firent un pas. Personne ne recula. Ce n'étaient pas seulement des hommes qui obéissaient, c'étaient des gens pour qui l'honneur, la justice et la protection des faibles n'étaient pas des mots vides. Ils avaient vu Marina, une jeune femme brisée, meurtrie, et chacun sentait que la punition des responsables devenait une affaire qui les engageait tous. Moreau acquiesça, acceptant leur décision. Puis il revint vers Marina. Elle était restée assise, à regarder la scène, comme absente. Il s'accroupit devant elle, lui releva le menton pour l'obliger à croiser son regard. « Marina, je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Je te le promets. Mais d'abord, je dois te mettre en sécurité. Tu vas retourner à la base. À l'infirmerie, on t'examinera, on te donnera quelque chose pour te calmer. Tu vas te reposer. Et moi, je m'occupe du reste. » Marina secoua la tête, s'accrochant à sa main. « Papa, non, laisse tomber. Oublions. Partons loin. Je ne veux pas que tu commettes un crime à cause de moi. » Moreau eut un sourire amer. « Ma fille, j'ai déjà franchi une limite quand on est entré de force dans leur brigade. Maintenant, ils me traqueront de toute façon. Mais ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils paient. La justice doit être rendue, même si c'est en dehors des règles. Parce qu'on a vu ce que vaut la loi quand elle tombe entre les mains de gens comme eux. Si le système ne protège pas des filles comme toi, alors je prendrai ça en main. » Il l'embrassa sur le front et se redressa. « Laurent. Tu l'emmènes à la base. Tu la remets au médecin de garde. Examen complet, tout ce qu'il faut. Qu'il note chaque blessure, qu'il prenne des photos. Ça pourra servir. Et ensuite tu reviens. » Laurent hocha la tête. Il aida Marina à se lever, la rassit à l'arrière du véhicule. Moreau regarda la voiture s'éloigner de la clairière, et son regard devint lourd, plein de décision et de froide colère. La nuit retomba sur Épinal, apportant l'obscurité et le silence des rues endormies. Moreau et 8 de ses hommes attendaient. Laurent revint de la base comme demandé, après plusieurs heures. Ils étaient installés dans 2 véhicules, garés à l'ombre des arbres non loin d'un immeuble de béton à la périphérie, un quartier dortoir de bars et de petites tours, où vivaient des ouvriers, des employés, apparemment, certains gendarmes.
Moreau avait passé la journée à rassembler des informations. Il avait des contacts partout. D'anciens camarades travaillaient désormais dans des services différents, certains à la DGSI, d'autres ailleurs. Tous avaient répondu en apprenant ce qui s'était passé. En peu de temps, il obtint un dossier complet sur Igor Morel, adresse, habitudes, informations sur sa situation familiale. Il était célibataire et vivait seul. Il connaissait même le modèle du véhicule de Morel et son numéro d'immatriculation. Il avait aussi des éléments sur Victor Petit et sur 3 autres gendarmes qui, d'après Marina, étaient présents lors de son arrestation et n'avaient rien fait pour empêcher l'humiliation. 5 noms. 5 croix rouges dans la liste du colonel. C'étaient ceux qui devraient répondre. Moreau étudia ces données avec la froide méthode d'un militaire préparant une opération. Morel habitait au 4e étage d'un immeuble, appartement donnant sur la cour. Selon les infos, il devait rentrer chez lui après son service. Il n'avait plus qu'à attendre. Il ne va pas tarder, murmura Laurent, assis à côté de Moreau à l'avant. Ils observaient l'entrée du bâtiment. Chacun avait un rôle, 2 hommes resteraient près des véhicules, prêts à couvrir un départ en urgence. Les autres montraient avec Moreau. Les armes étaient là, mais l'ordre était strict, tirer uniquement en cas de menace réelle sur une vie. L'opération devait rester silencieuse, sans bruit inutile, sans témoin. Le plan était simple, attendre Morel à l'entrée, le suivre dans le bâtiment, le prendre chez lui, discuter, puis le déplacer vers un endroit préparé où il pourrait agir plus longuement. Moreau ne prévoyait pas de le tuer. Pas tout de suite. La mort serait trop facile. Il voulait que Morel sente, seconde après seconde, la douleur et la peur qu'avait connue Marina. Il voulait l'entendre supplier, comme Marina avait dû supplier. Et seulement ensuite, peut-être, il déciderait de la suite. Enfin, la silhouette attendue apparut. Morel venait d'un arrêt de bus, veste d'uniforme sur le dos, sac en bandoulière, une cigarette à la main. Il marchait lentement, détendu, comme quelqu'un qui ne se doute de rien. Le voilà, souffla l'un des hommes à l'arrière. Moreau acquiesça, serrant et desserrant les poings. Ses jointures, ouvertes et douloureuses, le lançaient, mais cette douleur lui semblait presque utile. Il sentait l'adrénaline le remplir. La sensation qu'il connaissait avant une opération, agir vite, précis, impitoyable. Morel atteignit l'entrée, jeta son mégot au sol, l'écrasa du pied et disparut derrière la porte. Moreau lui laissa un court instant d'avance, puis fit un signe. On y va. 6 hommes sortirent sans bruit et se dirigèrent vers l'entrée. La porte, vieille, avec un digicode capricieux, s'ouvrit facilement. À l'intérieur, une odeur de renfermé, de litière de chat et de tabac froid. Le parfum typique d'un immeuble fatigué. Ils ne prirent pas l'ascenseur pour éviter le bruit. Ils montèrent par l'escalier jusqu'au 4e étage. L'appartement était au bout du couloir. Ils s'arrêtèrent devant la porte, écoutèrent. Des bruits de pas, un objet qui s'entrechoque, puis une télévision qu'on allume, Morel était bien là. Moreau fit un signe à Laurent, qui sortit de quoi forcer la serrure. Mais la porte s'ouvrit soudain de l'intérieur. Morel était là, en tenue de maison, un sac poubelle à la main, comme s'il allait le descendre. En voyant 6 hommes armés dans le couloir, il se figea. Son visage devint livide. Il resta une seconde sans bouger, comme si son cerveau refusait l'image. Puis son regard tomba sur Moreau. Et quelque chose, dans ses yeux froids et sans pitié, lui fit comprendre d'un coup qui ils étaient et pourquoi ils venaient. Toi, commença-t-il. Il n'eut pas le temps de finir. Laurent fit un pas et l'abattit d'un coup sec avec la crosse de son pistolet. Morel gémit et s'effondra dans l'entrée, laissant échapper le sac poubelle qui s'écrasa au sol. Les hommes le repoussèrent aussitôt dans l'appartement et refermèrent la porte derrière eux. L'un lui enfonça un bâillon dans la bouche, un autre lui attacha les mains dans le dos avec des colliers de serrage en plastique. Tout se fit vite, proprement, sans bruit inutile. En quelques instants, Morel se retrouva assis sur une chaise dans sa cuisine, ligoté, le bâillon en place, entouré de 6 hommes au visage froid et fermé. Il les regardait, terrifié, comprenant qu'il venait de tomber dans un gouffre. Moreau s'approcha tout près, s'accroupit pour que leur visage soit à la même hauteur. Il se contenta de le fixer, en silence, comme s'il l'étudiait. Dans ces yeux-là, Morel eut une incidence qu'il eut envie de hurler. « Tu te souviens de la jeune femme que tu as arrêtée hier sur la route ?
demanda Moreau d'une voix basse. Le ton était plat, presque calme, mais la menace qui s'en dégageait fit trembler Morel. Celle à qui tu as proposé du sexe à la place de l'argent. Celle que tu as frappée dans une cellule. Celle que tu as humiliée. Il laissa un temps pour que les mots s'enfoncent. C'est ma fille, Marina. Et je suis venu t'expliquer quelque chose de très simple. Quand tu fais du mal aux autres, tôt ou tard, ce mal revient sur toi. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Morel secoua la tête frénétiquement, tentant de parler à travers le bâillon, mais seuls des sons étouffés sortirent de sa gorge. Ses yeux étaient remplis d'une panique pure. Il comprit qu'ils ne plaisantaient pas, qu'ils étaient venus pour lui faire payer. Moreau se redressa lentement. Il ôta sa veste, la suspendit soigneusement au dossier d'une chaise, puis retroussa les manches de sa chemise. Ses gestes étaient lents, presque rituels. Il ne se pressait pas. Il avait tout le temps. Laurent. Enlève-lui le bâillon. Je veux l'entendre. Laurent obéit et arracha le chiffon de la bouche de Morel. Aussitôt, celui-ci se mit à débiter des mots, à bout de souffle. Attendez, attendez, c'est un malentendu, je n'ai rien fait, elle a attaqué, je me suis défendu. Moreau esquissa un sourire sans humour. Défendu quand tu frappais une fille attachée dans une cellule? C'est une version intéressante de la légitime défense. Et il frappa. Le poing du colonel, façonné par des décennies de service et de combat, s'écrasa sur le visage de Morel avec une violence telle que la chaise bascula, et l'homme s'effondra sur le carrelage dans un fracas sourd. La suite, pour Morel, fut un enfer. Moreau le frappa de manière méthodique, avec une précision glaciale, visant des endroits qui faisaient le plus mal sans tuer, le ventre, les côtes, les reins, le plexus. Morel cria, supplia, sanglota. Moreau resta implacable. Chaque coup était pour sa fille, pour ses larmes, pour sa peur, pour son humiliation. Ça, c'est pour ta main sur sa gorge. Coup. Ça, c'est pour lui avoir proposé de vendre son corps. Coup. Ça, c'est pour l'avoir frappé dans une cellule. Coup. Il parlait calmement, presque monotone, comme un professeur récitant une leçon à un élève récalcitrant. Morel se tordait au sol, crachait du sang, essayait de se protéger avec ses bras liés, incapable de faire quoi que ce soit. Laurent et les autres restaient en retrait, sans intervenir. C'était l'affaire personnelle du colonel, sa vengeance, et personne ne s'interposerait. Quand Morel faillit perdre connaissance, Moreau s'arrêta, la respiration lourde. Ses poings étaient couverts de sang, le sien et celui de l'autre. Sa chemise était éclaboussée. Il regarda la forme pitoyable au sol et sentit un vide. La vengeance n'apportait pas de soulagement. La douleur de Marina n'avait pas diminué parce qu'il avait brisé son bourreau. Mais quelque chose, au moins, avait été rendu. Relevez-le, ordonna-t-il. Deux hommes redressèrent Morel à moitié inconscient et le rassirent sur la chaise. Moreau se pencha vers son visage tuméfié. Toi et tes complices, vous serez punis. Tous ceux qui ont participé. Et si un jour, une seule fois, tu touches encore à quelqu'un de sans défense, je le saurai. Je reviendrai. Et là, tu ne t'en remettras pas. Compris? Ils le laissèrent attaché dans son propre appartement. On le trouverait plus tard, quand il ne donnerait plus signe de vie. Ils emportèrent son téléphone pour qu'il ne puisse pas appeler à l'aide immédiatement. Quand quelqu'un entrerait enfin ici, Moreau et les siens seraient déjà loin. Ils quittèrent l'appartement aussi silencieusement qu'ils y étaient entrés et redescendirent vers les véhicules. Mais ce n'était que la première étape d'une longue nuit. Ensuite venait Victor Petit, qui habitait dans un autre secteur. Et Moreau avait la détermination froide d'aller voir chaque homme lié aux souffrances de sa fille. Les moteurs reprirent, les véhicules se fondirent dans l'obscurité. Et, au 4e étage, Igor Morel resta sur le sol de sa cuisine, attaché, brisé, comprenant pour la première fois ce que c'était que d'être une victime impuissante de la cruauté d'autrui. Peut-être que cette leçon lui servirait. Peut-être pas. Désormais, cela n'avait plus d'importance. L'essentiel était qu'il avait payé. Avant l'aube, Moreau et son équipe avaient terminé. Les 5 gendarmes impliqués dans l'arrestation et les humiliations de Marina avaient tous reçu leur visite. Certains avaient résisté davantage, d'autres moins, mais le résultat fut identique, des hommes battus, brisés, terrorisés,
qui n'oublierait jamais ce que signifie s'en prendre aux mauvaises personnes. Sur le chemin du retour vers la base, Moreau regardait ses mains tachées de sang. Il ne regrettait rien. Pas une seconde. Sa fille avait été vengée. La justice, au moins à ses yeux, avait été rendue, même en dehors des règles. La matinée qui suivit fut calme, trompeusement calme, sur la base. Le colonel Serge Moreau n'avait pas dormi. Après être revenu d'Épinal, il était resté des heures dans son bureau, à mesurer les conséquences et à préparer la suite. Avec 30 ans de carrière, il savait parfaitement que ce qu'il avait fait ne resterait pas sans réponse. 5 gendarmes avaient été violemment agressés. Même s'ils hésitaient à porter plainte officiellement car il leur faudrait expliquer pourquoi ils avaient été pris pour cible, ce qui ferait remonter leurs propres actes et ils chercheraient à se venger autrement. La corruption n'existe jamais seule. C'est un réseau, protection, service rendu, silence. Si Morel et les autres avaient eu l'audace de faire ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils se savaient couverts. Et ceux qui les couvraient ne toléreraient pas une telle humiliation. Moreau resta près de la fenêtre, un café noir serré à la main, observant le ciel qui s'éclaircissait. Il fuma un geste rare chez lui, réservé au moment de tension extrême et posa son plan, d'abord mettre Marina à l'abri. Elle se trouvait à l'infirmerie de la base, sous surveillance médicale. On lui avait donné un puissant sédatif, elle dormait. Mais la garder ici indéfiniment était impossible. Une base n'est ni une prison ni un refuge pour civils. Il fallait un endroit sûr, où personne ne la retrouverait, le temps que la poussière retombe. Le second problème était plus lourd. Que faire de lui-même? Moreau ne se racontait pas d'histoire, il avait forcé l'entrée d'une brigade avec un groupe armé, extrait une détenue, puis organisé une série d'attaques ciblées contre des gendarmes. Sur le papier, c'était une accumulation de crimes graves. Il risquait des décennies de prison si l'affaire allait jusqu'au bout. Mais il n'était pas un homme ordinaire. Il commandait une unité, il avait des contacts très haut placés. Il avait des cartes en main, des dossiers, des informations compromettantes glanées au fil des années, capables de briser des carrières. Il était prêt à s'en servir si on tentait de l'abattre. Ce serait la dernière option, l'option nucléaire. Le mieux restait d'éteindre l'incendie en silence, sans bruit, sans exposition publique qui pourrait faire du mal à Marina autant qu'à lui. Il se préparait à aller se changer quand on frappa à la porte. Entrez. Laurent entra. Son visage était tendu, et Moreau se crispa aussitôt. Mon colonel, on a un problème. Lequel? Demanda Moreau, sec, déjà sûr que rien de bon n'allait suivre. Laurent sortit son téléphone, ouvrit un article et le lui tendit. C'est sorti dans les infos locales il y a peu. Moreau lut. Le titre annonçait une série d'attaques contre des gendarmes. L'article décrivait comment, pendant la nuit, 5 agents avaient été agressés à leur domicile. Tous étaient grièvement blessés. L'un se trouvait en réanimation avec un traumatisme crânien. Les agresseurs étaient décrits comme un groupe professionnel, organisé, paramilitaire, agissant avec méthode. Les forces de l'ordre parlaient de barrage et de recherche active. L'article insistait aussi sur un lien avec l'incident survenu la veille à la brigade, quand des hommes armés avaient fait irruption et extrait une détenue. Moreau baissa lentement le téléphone. Son visage restait fermé, mais à l'intérieur, il sentit que la situation lui échappait. La publicité médiatique était ce qu'il redoutait le plus. Désormais, tout le monde en parlerait. Ce n'était plus un conflit local, ça allait attirer l'attention d'échelons supérieurs, peut-être même des services nationaux. Ce n'est pas tout, ajouta Laurent, sombre. Un de nos gars restés en surveillance en ville dit que la direction de la gendarmerie a tenu une réunion d'urgence. Ils savent que c'est nous. Moreau se figea. Ils ont des images près de la brigade. On y voit nos véhicules. Pas de plaques, mais ce sont des véhicules militaires. Ils ont recoupé. Ils ont compris que la détenue était votre fille. Et ils préparent une riposte. Un frisson froid passa dans le dos de Moreau. Une riposte. Il s'y attendait, il avait prévu des précautions. Voilà pourquoi il n'était pas rentré chez lui. Voilà pourquoi Marina était restée sur la base. Mais l'inquiétude montait quand même. Quel genre de riposte? Demanda-t-il, même s'il devinait déjà. Laurent hésita, puis lâcha tout. D'après notre source,
ils ont monté une équipe, des hommes d'une unité spéciale et quelques mercenaires liés au milieu. Leur plan est simple, vous éliminer, vous et votre fille. Ils ne veulent pas de procédure, ils pensent que vous avez trop de réseaux. Ils veulent supprimer le problème. Cette nuit, Moreau encaissa l'information sans bouger. Donc c'était la guerre. Une vraie. Très bien, dit-il simplement. On active le plan B. Préviens tous ceux qui sont au courant. Qu'ils se préparent. Cette nuit, on ne sera pas là où ils pensent nous trouver. Laurent acquiesça et sortit. Moreau resta seul. Il alla au coffre, l'ouvrit et en sortit plusieurs documents, des passeports d'emprunt préparés depuis longtemps, des clés d'un logement discret dans une autre ville, des contacts fiables capables d'aider en cas de nécessité. Il avait toujours été paranoïaque dans le bon sens du terme, toujours avec des plans de secours au cas où l'imprévu surgirait. Et, cette fois, cette prudence pouvait leur sauver la vie. La journée se passa à préparer le départ. On réveilla Marina et on lui expliqua la situation. Elle accueillit la nouvelle avec un calme inquiétant, comme si plus rien ne pouvait réellement la surprendre après l'enfer qu'elle venait de traverser. Moreau rassembla lui-même ses affaires, prépara les papiers, organisa le transport. Le soir venu, il devait quitter la base et se replier dans un endroit sûr, un ancien relais de chasse perdu au milieu des bois, à bonne distance, appartenant à un ami de Moreau. Là-bas, il pourrait tenir, le temps que la situation se règle d'une manière ou d'une autre. Mais avant de partir, Moreau voulut, par précaution, faire vérifier sa maison et l'appartement de Marina en ville, au cas où il y resterait des documents ou des objets indispensables. Il envoya 2 de ses hommes pour une inspection rapide, avec ordre de récupérer tout ce qui avait de la valeur. Ce fut une erreur, comme il l'apprendrait ensuite, même si elle ne se révéla pas fatale. Une équipe de 8 hommes armés, arrivée à bord de 2 gros véhicules, se présenta devant la maison de Moreau, à la périphérie d'une ville tranquille où vivaient surtout des retraités de l'armée et des officiers encore en service. Le quartier était calme. Les gens y avaient l'habitude de ne pas se mêler des affaires des autres et de ne pas poser trop de questions. Les hommes agirent vite, avec méthode. Ils laissèrent leur véhicule à distance et approchèrent à pied. Ils franchirent la clôture. La maison était sombre, sans lumière, mais cela ne les découragea pas, ils savaient que Moreau pouvait être là, endormi ou simplement dans le noir. Ils ne tentèrent pas un assaut qui risquerait de tourner à la fusillade. Ils appliquèrent un plan plus radical. 4 d'entre eux, manifestement rompus aux opérations de destruction, transportaient plusieurs kilos d'explosifs plastiques et des détonateurs reliés à des minuteries. Ils posèrent les charges avec soin, sur les points porteurs, les murs, le soubassement, de façon à pulvériser la structure et à ne laisser aucune chance à quiconque se trouverait à l'intérieur. Quand tout fut en place, ils réglèrent les minuteries, se donnèrent le temps de s'éloigner et quittèrent les lieux. Au même moment, un second groupe de 4 hommes se rendit à l'adresse de l'appartement de Marina, en centre-ville. Là encore, ils procédèrent de la même manière, effraction, pose d'explosifs, réglage des minuteries. Tout était conçu pour que les 2 explosions surviennent quasiment en même temps. Le calcul était simple, même si l'une des cibles n'était pas sur place, le choc et le chaos détourneraient l'attention des forces de l'ordre et offriraient aux auteurs une marge pour disparaître. Et, surtout, c'était un message clair adressé à Moreau, nous pouvons te toucher, toi et ta fille, n'importe où. Disparais, ou la prochaine fois, on ne ratera pas. Puis, presque simultanément, 2 explosions secouèrent la ville, à des kilomètres l'une de l'autre. La maison de Moreau fut soufflée dans un grondement assourdissant. Une gerbe de flammes monta haut dans le ciel. L'onde de choc fit voler des vitres chez les voisins. En quelques instants, le bâtiment se disloqua, réduit à un amas de ruines en feu. Le brasier dévora ce qui restait des structures, et bientôt, il ne demeura qu'un champ de décombres fumants. L'appartement de Marina, situé à un étage élevé d'un immeuble du centre, explosa avec une force comparable. Une partie des murs céda, une section du plancher fut éventrée. Le feu se propagea à plusieurs logements voisins. La panique éclata, des habitants sortirent en pleine nuit, en vêtements de sommeil, en criant et en pleurant. On appela les pompiers, les secours, la police. Par chance, Marina n'était pas là. Dans les appartements adjacents, seules 2 personnes furent touchées, avec des blessures légères dues aux éclats et au souffle. Cela aurait pu être bien pire si l'explosion avait eu lieu en pleine journée, quand tout le monde est chez soi. La nouvelle des 2 explosions se répandit instantanément.
Les médias parlèrent d'attentats possibles, de règlements de comptes, multiplièrent les hypothèses. Les enquêteurs bouclèrent les périmètres, lancèrent des vérifications. Mais ceux qui avaient organisé l'opération ne laissèrent pas de traces exploitables. C'étaient des professionnels. Ils avaient déjà quitté la zone, repartant vers l'est, persuadés que l'objectif était atteint. Ils ne prirent même pas la peine de confirmer la présence de victimes, pour eux, la destruction des lieux suffisait. Pendant ce temps, Moreau se trouvait loin de la ville, dans le relais de chasse isolé, au cœur des bois, avec Marina et quelques-uns de ses hommes. Il était assis près de l'âtre quand Laurent, resté sur la base pour coordonner, l'appela. La voix de Laurent était tendue. « Mon colonel, je viens d'avoir l'info. Votre maison elle a sauté. Et l'appartement de Marina aussi. Les deux sont détruits. » Moreau resta silencieux, le temps d'absorber les mots. Puis il posa le téléphone sur la table, lentement. Sa maison. Celle qu'il avait bâtie de ses mains, là où il avait élevé sa fille, là où vivaient encore les souvenirs de sa femme, les photos, les objets, les traces d'une vie entière. Tout venait de partir en cendres. Dans la pièce voisine, Marina était recroquevillée sous une couverture, somnolente. Elle n'avait pas entendu l'appel. Elle ignorait ce qui venait de se produire. Moreau la regarda à travers l'embrasure de la porte, son visage pâle, marqué, le bleu sombre sous l'œil, l'enflure des pleurs. Et, en lui, quelque chose se brisa définitivement. Jusqu'ici, il lui restait encore un reste de limite. Il avait frappé, humilié, terrifié mais il n'avait pas tué. Une part de lui croyait encore qu'une sortie était possible, qu'il existait une façon d'arrêter l'escalade. Les explosions balayèrent cette illusion. Ce n'était plus un avertissement. C'était une tentative d'assassinat. Ils avaient essayé de tuer Moreau et sa fille. Ils avaient détruit le lieu où survivait la mémoire de sa femme. Ils avaient franchi une ligne après laquelle il n'y avait plus de retour. Moreau se leva, alla à la fenêtre et fixa la nuit noire entre les arbres. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une colère qui montait par vagues, menaçant d'engloutir tout ce qui restait de lucidité. Il serra les poings jusqu'à s'entailler la paume. Dans son esprit, il voyait sa maison en feu, les murs qui s'effondrent, tout ce qui comptait réduit en poussière. Et il prit une décision. Plus de retenue. Plus de pitié. Il voulait la guerre, il l'aurait. Une vraie. Une guerre qu'il n'était même pas capable d'imaginer. Il déchaînerait sur eux un enfer. Il retrouverait tous ceux qui avaient participé. Tous, sans exception. Il se retourna, reprit le téléphone, et ses doigts composèrent des numéros les uns après les autres. Il appela des hommes avec qui il avait servi sur des théâtres de guerre, des vétérans d'unités spéciales, des professionnels capables de combattre sans trembler. Des hommes prêts à le suivre parce qu'il leur avait déjà sauvé la vie, et qu'il lui avait déjà sauvé la sienne. Des hommes pour qui les mots fraternité, fidélité, honneur n'étaient pas des décorations. Chaque échange fut bref, presque identique. C'est Moreau. J'ai besoin de toi. Opération sérieuse. Ça peut mal finir. Il y aura peut-être des morts. Il y aura des conséquences judiciaires. Tu viens? Et, à chaque fois, la réponse tomba, sans hésitation. Oui. Dis-moi où. Au matin, Moreau avait rassemblé 15 hommes. 15 combattants aguerris, habitués au chaos et au danger réel, un tireur d'élite, des spécialistes des explosifs, des hommes de choc, un infirmier. Ils arrivèrent au relais de chasse dans leur véhicule personnel, venant de plusieurs villes. Certains avaient roulé toute la nuit, laissant tout derrière eux, simplement parce que Moreau avait appelé. Quand ils furent réunis dans la grande pièce, Moreau se mit debout devant eux. Il n'avait pas dormi. Son visage était tiré, ses yeux rouges, mais son regard était dur, immouvable. « Frère » commença-t-il, et sa voix, pourtant basse, imposa le silence. « Merci d'être venu. Je ne vais pas faire de discours. Ma fille a été frappée et humiliée par des gendarmes corrompus. J'ai puni les responsables. En retour, ils ont fait sauter ma maison et celle de ma fille, en essayant de nous tuer. Maintenant, c'est la guerre. Une vraie guerre. Et je vais la gagner. » Il balaya la pièce du regard. Notre cible, une équipe de 8 hommes, et plusieurs responsables haut placés de la gendarmerie locale qui ont organisé les explosions.
Je veux tous les retrouver. Je veux les prendre vivants. Et je veux qu'ils répondent de ce qu'ils ont fait. Ce sera dangereux. Ils sont armés. Ils savent se battre. Ils se défendront. Il peut y avoir des pertes chez nous. Et après, il peut y avoir des poursuites, enlèvements, justice privée, usage illégal d'armes. Je ne vous demande pas de venir sans comprendre. Ceux qui veulent se retirer peuvent le faire. Je ne vous en voudrais pas. C'est ma guerre, pas la vôtre. Il se tut. Personne ne bougea. Les 15 le regardaient avec la même résolution. Alexandre, ancien officier d'une unité spéciale qui avait servi sous ses ordres dans une ville en guerre, se leva. Mon colonel, quand vous m'avez sorti sous le feu, en me portant sur plusieurs kilomètres, je me suis juré une chose, si un jour vous m'appelez, je viendrai. Peu importe ce que c'est. Peu importe comment ça finit. Je suis avec vous jusqu'au bout. D'autres acquiescèrent. Un homme, Dimitri, ancien tireur de précision, ajouta simplement. On est tous avec vous. Et pour le reste on a tous des avocats. On gérera. Moreau sentit sa gorge se serrer. Ces hommes étaient prêts à tout risquer pour lui, pour une idée de justice, pour protéger une innocente et faire payer des coupables. Bien, dit-il en hochant la tête. Alors on planifie. J'ai des informations sur leur cache. Grâce à ses contacts, il savait où ils se repliaient. Après les explosions, il devait croire Moreau mort. Mais quand il comprendrait que non, il se préparerait à se défendre. Il fallait frapper vite, tant qu'il se sentait en position de force. Moreau déplia une carte de la région. Ils sont ici. Il désigna un point isolé, une propriété en lisière de forêt, une maison de campagne appartenant à un chef local de la gendarmerie. Un endroit coupé du monde, entouré d'arbres, avec une seule route d'accès. Parfait pour une embuscade, mais aussi pour un siège. Bâtiment en bois, sur 2 niveaux. Présence probable d'un sous-sol. Effectifs estimés, 11 hommes. Armement, armes automatiques, peut-être plus lourds. Ils seront prêts à tirer, mais ils ne s'attendent pas à un assaut mené par une équipe de ce niveau. Moreau déroula le plan, approche sous couverture de l'obscurité, encerclement, verrouillage des sorties. Puis un ultimatum, une offre de reddition. S'ils refusaient, assaut. Objectif, les prendre vivants. Mais si une menace réelle pesait sur ces hommes, tirer pour neutraliser. Sans hésiter. Pendant des heures, ils réglèrent chaque détail. Chaque homme reçut une mission, une position, un secteur. Alexandre devait diriger l'équipe de tireurs et prendre un point d'où l'on pouvait contrôler les abords. Dimitri et les spécialistes des explosifs prépareraient des charges au cas où il faudrait ouvrir un accès. Les autres seraient répartis en groupes d'assaut. Les armes et le matériel furent vérifiés, puis revérifiés, fusils d'assaut, armes de poing, fusils de précision, gilets pare-balles, casques, dispositifs de vision nocturne, moyens de communication. Tout était préparé comme une opération militaire complète, parce que Moreau ne sous-estimait pas l'ennemi. Eux aussi étaient des professionnels, et l'affrontement s'annonçait brutal. À la tombée du soir, tout était prêt. Moreau se tenait sur le perron du relais de chasse, vérifiant son arme une dernière fois. À côté de lui, Laurent venait tout juste d'arriver en hélicoptère depuis la base pour se joindre à l'opération. « Marina ?» demanda Laurent à voix basse. Moreau jeta un coup d'œil vers le bâtiment, là où sa fille dormait, ignorant tout du raid qui se préparait. Il avait laissé 2 hommes auprès d'elle, au cas où quelque chose tournerait mal. Elle dort. On lui a donné un somnifère. Quand elle se réveillera, tout sera déjà terminé. C'est mieux comme ça. Elle n'a pas besoin de connaître les détails de ce qu'on va faire. Laurent hocha la tête, puis posa une main sur l'épaule du colonel. On va gagner. Je le sais. Moreau le fixa. Dans ses yeux brûlait un feu d'une telle intensité que Laurent recula malgré lui. Ils vont voir une vraie guerre, murmura Moreau. Une guerre qu'ils n'ont même pas imaginée dans leur pire cauchemar. Quand on en aura fini avec eux, ils supplieront qu'on les achève et je ne leur donnerai pas ce soulagement. Ils vivront, en se rappelant chaque jour ce qui arrive quand on s'en prend à de mauvaises personnes. Une colonne de véhicules sombres quitta le relais de chasse et prit la direction de la petite ville où tout avait commencé. Devant eux, une nuit prête à tout bouleverser. Une nuit de vengeance,
une nuit où la justice ne se rendrait pas dans une salle d'audience, mais dans le noir, au bord des bois. La colonne avançait sur la route nocturne dans un silence lourd. Seul le ronflement des moteurs et le frottement des pneus sur l'asphalte brisaient la paix de l'automne. La lune restait cachée derrière de gros nuages, offrant des conditions idéales pour une opération de nuit. À l'intérieur, l'air était tendu, concentré. 15 hommes vérifiaient leur matériel, repassaient mentalement le plan, se préparaient à l'affrontement. Tous étaient des vétérans, habitués à regarder la mort en face. Mais cette mission n'était pas comme les autres. Ce n'était pas un ordre venu d'en haut. C'était la guerre personnelle de leur chef, et ils y allaient de leur plein gré, conscients des risques. Moreau conduisait le premier véhicule. Son visage était de pierre. Ses mains serraient le volant à s'en faire blanchir les phalanges. Il ne prononça pas un mot, enfermé dans ses pensées. Dans sa tête, défilaient les images des derniers jours, le visage de Marina tordu de peur et de douleur, la maison en flammes, les ruines de ce qu'il avait construit pendant des années. Ces images nourrissaient la colère qui bouillonnait en lui, exigeant sa sortie. Cette nuit, elle prendrait corps. Cette nuit, ceux qui avaient osé briser sa vie paieraient le prix entier de leur arrogance. Ils quittèrent la route principale pour une piste de terre qui s'enfonçait entre les arbres. Les phares furent éteints. Les véhicules progressèrent lentement, guidés par les dispositifs de vision nocturne. Puis la colonne s'immobilisa, et ils continuèrent à pied, pour ne pas alerter l'ennemi avec le bruit des moteurs. Les hommes descendirent sans un son, ajustèrent leurs cagoules, contrôlèrent leurs sangles et leurs chargeurs une dernière fois. Alexandre, avec son équipe de 3 tireurs, se sépara du groupe et disparut dans la forêt pour contourner la zone et gagner une hauteur d'où la maison serait visible. Les autres, 12 hommes avec Moreau, commencèrent l'approche. Ils avançaient comme des ombres, utilisant tous les réflexes de déplacement discrets que des années d'entraînement avaient gravés en eux. La forêt était dense, la litière de feuilles mortes craquait sous les pas, mais ils posaient les pieds avec une prudence extrême, au point que même ce bruit semblait étouffé. Ils atteignirent finalement le bord d'une clairière. Là, au centre, se dressait la maison de campagne, 2 niveaux en bois, une large véranda, une annexe peut-être un garage. Autour, une 50aine de mètres de terrain nu, puis la forêt qui encerclait tout. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient protégées par des barreaux. À l'étage, la lumière filtrait de plusieurs pièces. 2 véhicules stationnaient près de l'entrée, un gros 4x4 noir et un minibus. Donc, tout le monde était là. Moreau porta des jumelles à vision nocturne à ses yeux et observa la bâtisse. Des ombres passaient derrière les vitres. Quelqu'un marchait. Sur la véranda, 2 hommes fumaient. Ils montaient la garde. Ils étaient armés, des fusils posés près d'eux, à portée de main. « Alexandre, en place ?» demanda Moreau à voix basse dans le micro de son oreillette. La réponse arriva aussitôt. « En place, mon colonel. » Contact visuel. 2 sur la véranda. 3 silhouettes à l'étage. Les autres doivent être au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Moreau acquiesça, même si Alexandre ne pouvait pas le voir. Bien. Personne ne tire sans mon ordre. Il se tourna vers les hommes rassemblés derrière lui. Le plan ne change pas. Le groupe de Laurent contourne par la droite, prend position près de l'annexe et bloque toute sortie. Le groupe de Dimitri couvre la gauche. Le mien va sur l'entrée. On tente d'abord une reddition. Je sors, je leur donne une chance. S'ils refusent ou ouvrent le feu, on agit. On les veut vivants, mais notre sécurité passe avant. S'ils tirent sur vous, vous répondez. On vise bras et jambes si possible. On neutralise, on n'exécute pas. Les têtes hochèrent. Les équipes se déployèrent, lentement, prudemment, refermant le cercle autour de la maison. Quand tous confirmèrent être en position, Moreau inspira profondément, serra son arme, et fit un pas hors des arbres, sur la clairière. Derrière lui, un peu en retrait, 4 hommes avançaient, prêts à le couvrir. Il n'avait parcouru qu'une courte distance qu'un des gardes aperçut le mouvement. Il se redressa d'un coup, attrapa son arme et hurla quelque chose à son camarade. L'autre se leva aussi. Tous 2 pointèrent leurs fusils vers les silhouettes. « Halte ! Qui va là ?» brailla l'un d'eux en armant. Moreau s'arrêta à bonne distance de la véranda, leva une main en signe d'apaisement. L'autre tenait son arme, abaissée, mais prête.
Je suis le colonel Antoine Moreau, déclara-t-il d'une voix forte et nette, dans la nuit. Vous avez tenté de tuer ma fille et moi aujourd'hui et comme vous le voyez, vous avez échoué. Maintenant je suis là, et vous avez un choix. Soit tous ceux qui sont dans cette maison sortent, main en l'air, et se rendent. Soit on vous prend de force. Je vous laisse un court instant pour décider. Après ça, on entre. Et je ne garantis pas que tout le monde s'en sorte. Son ton était calme, mais il y avait dans ses mots une détermination qui glaça l'air. Les deux gardes échangèrent un regard, hésitant. L'un d'eux se tourna vers la porte et cria vers l'intérieur. « Et il y a un colonel. Il dit qu'on a essayé de le buter. On fait quoi ?» De la maison montèrent des jurons, des pas pressés, le claquement sec de culasse qu'on arme. Tout le monde venait d'être réveillé. La porte s'ouvrit. Un homme d'une cinquantaine d'années apparut, en civil, mais avec une carrure et une posture qui trahissaient l'habitude du commandement. C'était Paul Deschamps, le chef local de la gendarmerie. Celui-là même qui avait couvert la version mensongère de ces hommes lors de l'interpellation de Marina. Il tenait un pistolet, sans viser encore. « Moreau ?» dit-il en plissant les yeux pour distinguer les formes. « Tu fais une énorme erreur. Tu es recherché partout. Pour attaque, enlèvement, organisation de groupes armés. On va te traquer, te trouver, et tu finiras enfermé pour des années. » Moreau eut un rire bref, sans humour, dur. Groupe armé et c'est riche, venant de gens qui font sauter des habitations pour effacer leurs crimes. Toi et tes hommes, corrompus, violeurs, assassins vous vous cachez derrière l'uniforme, mais vous êtes des bandits. Et ce soir, votre bande va payer. Deschamps fronça les sourcils, la haine déformant son visage. Et qui es-tu pour nous juger? Un militaire qui croit tout résoudre par la force. Tu te crois où? Ici, il y a des lois. Les lois? Répliqua Moreau en avançant d'un pas, la voix plus tranchante. Tu oses me parler de loi après ce que tes gars ont fait à ma fille? Après ce qu'ils lui ont proposé, après ce qu'ils lui ont infligé enfermé? Après les explosions? Où étaient tes lois, là? La loi ne vaut rien quand ceux qui l'appliquent sont des criminels. Alors oui, je rends justice moi-même. Dernière fois, sortez. Il vous reste un instant. Deschamps cracha au sol. Allez au diable. On est nombreux, armés, prêts à tirer. Vous êtes combien? Tu es mort, Moreau. Toi et tous tes amis. Il leva son pistolet vers le colonel. Et ce fut le signal. Deschamps tira. Le coup claqua dans la nuit. La balle siffla près de Moreau, qui se jeta au sol d'un réflexe. Au même instant, 3 détonations sèches répondirent depuis la hauteur. Les tireurs d'Alexandre ouvrirent le feu. Les 3 projectiles atteignirent leur cible, un des gardes de la véranda s'effondra en portant la main à l'épaule, l'autre hurla, touché à la cuisse. Deschamps, lui, reçut une balle dans le bras, son pistolet lui échappa, et il recula en criant, se réfugiant dans l'embrasure. Le chaos éclata. De l'intérieur, des hommes hurlèrent, puis un tir désordonné jaillit des fenêtres. Les balles labouraient la terre, fouettaient l'air. Mais les hommes de Moreau n'étaient plus exposés, ils s'étaient dispersés, plaqués derrière des troncs, des souches, tout ce qui pouvait offrir un couvert. Et ils répondirent, méthodiques, visant surtout à neutraliser et à empêcher l'ennemi de se montrer. Sur la droite, le groupe de Laurent arrosa les fenêtres du rez-de-chaussée, forçant ceux qui s'y trouvaient à se plaquer au sol. À gauche, Dimitri fit de même. La maison était encerclée. Il n'y avait aucune sortie. Et l'ennemi le comprit. Les tirs venant de l'intérieur devinrent plus nerveux, plus erratiques. On entendait des ordres, des hommes qui tentaient d'organiser une défense en vain. Ils venaient de tomber dans un piège monté par des professionnels de très haut niveau. La fusillade dura, violente, assourdissante, ponctuée d'éclairs et de rafales. Plusieurs grenades furent lancées depuis la maison, elles explosèrent sans atteindre les positions de Moreau, n'arrachant que des gerbes de terre et éclatant le bois des arbres. Alors Moreau donna l'ordre. Dimitri. Fumigène. Préparez l'assaut. Des fumigènes furent jetés vers la maison. Très vite, un épais nuage blanc engloutit la véranda et les abords, réduisant la visibilité à presque rien. En avant. Lança Moreau.
Les groupes d'assaut se mirent en mouvement en même temps, depuis plusieurs côtés. Profitant de la fumée, ils traversèrent la clairière à grande vitesse. Le groupe de Moreau atteignit la véranda le premier. Les 2 gardes blessés étaient encore là, gémissant, essayant de ramper vers leurs armes. Laurent surgit, repoussa les fusils d'un coup de pied, puis les ligota immédiatement avec des liens en plastique. Moreau et les autres franchirent l'entrée et pénétrèrent dans la maison par la porte principale. À l'intérieur, il n'y avait que l'obscurité, la fumée, le chaos. Des cris, des coups de feu, des bruits de lutte. Au rez-de-chaussée, 4 adversaires attendaient, 2 hommes de main et 2 gendarmes. Ils avaient reculé jusqu'au fond du salon, s'étaient barricadés derrière une table renversée et tiraient en direction de l'entrée. Mais les hommes de Moreau agissaient avec méthode, appliquant les réflexes d'assaut en milieu clos. Une grenade assourdissante, lancée vers leur position, les sonna net et les désorienta. Dans la seconde qui suivit, 3 hommes bondirent, arrachèrent les armes, tordirent les bras, plaquèrent les visages au sol. La résistance fut brève, étourdie, incapable de réagir correctement, ils furent neutralisés et ligotés en quelques instants. Rez-de-chaussée sécurisé, annonça Laurent. 4 prisonniers. Pas de blessés. Pendant ce temps, l'équipe de Dimitri prenait l'étage par une fenêtre. Ils avaient déployé une échelle d'assaut, grimpé, puis fait irruption dans une pièce. 3 adversaires s'y trouvaient, dont Deschamps. Une courte mais violente bagarre éclata. Deschamps, malgré son bras touché, se débattait avec acharnement et tenta de saisir une arme de secours, mais il reçut un coup de crosse sur la tête et s'effondra, inconscient. Les 2 autres se battirent comme des bêtes, comprenant que c'était leur dernière chance. L'un parvint à blesser un homme de Dimitri au bras avec un couteau avant d'être désarmé et envoyé au sol d'un coup dans la mâchoire. L'autre tenta de se jeter par la fenêtre, mais on le happa par la jambe, on le ramena dans la pièce, et on l'écrasa au sol avant de le ligoter. Étage sécurisé, annonça Dimitri. 3 prisonniers. Un des nôtres blessé, rien de grave. Il restait encore 4 adversaires, quelque part dans la maison. Moreau descendit au sous-sol, convaincu que les derniers s'y étaient repliés. Le sous-sol était sombre, humide, bas de plafond. Il descendait prudemment, éclairant les marches avec la lampe fixée sur son arme. En bas, rien. Un silence trop parfait. Son instinct hurlait. Il s'immobilisa à mi-escalier, tendit l'oreille et un tir claqua. La balle siffla près de sa tête et frappa le mur derrière lui. Moreau se rejeta en arrière et remonta d'un bond. Embuscade au sous-sol, signala Théil à la radio. J'ai besoin de renfort. Laurent et 2 hommes le rejoignirent. Ils jetèrent une autre grenade assourdissante, puis, juste après l'explosion, ils dévalèrent tous ensemble. Le sous-sol se composait de plusieurs pièces, un ancien cellier, un débarras, une chaufferie. Dans l'une d'elles, les 4 derniers s'étaient barricadés. Ils tiraient avec l'énergie désespérée de ceux qui savent que la fin est là. Moreau ne voulait pas les tuer. L'objectif était de les prendre vivants. Mais il ne laissait pas de choix. L'un d'eux se montra, visant Laurent. Un tir venu d'en haut. Alexandre s'était repositionné pour obtenir un angle par une petite ouverture, l'arrêta net, la balle le frappa à l'épaule et il s'écroula en hurlant. Après une nouvelle phase de tir, les 3 derniers comprirent qu'il n'y avait plus d'issue. Leurs munitions s'épuisaient, ils n'avaient aucune retraite, et l'adversaire les dominait en nombre et en compétence. Stop! On se rend. Arrêtez de tirer! Cria l'un d'eux. Moreau fit signe de cesser le feu. Sortez! Main sur la tête. Jetez vos armes. Ils émergèrent lentement de leur abri, les mains levées. Visage blême. Dans leurs yeux, la peur et la certitude de ce qui les attendait. On les fouilla, on les attacha, on les remonta. Le blessé fut tiré dehors à son tour. La fusillade était terminée. Toute l'opération avait été menée rapidement, depuis le premier tir jusqu'à la maîtrise complète du bâtiment. Les 11 adversaires étaient désormais captifs, ligotés, désarmés. Côté Moreau, il n'y avait que des blessures légères, une coupure au bras et un choc dû à un ricochet. Rien de sérieux. L'opération était un succès. Moreau se tenait dehors, face à la rangée de prisonniers maintenus au sol. Certains gémissaient, d'autres se taisaient, comprenant l'inutilité des mots. Deschamps, revenu à lui, le fixait avec une haine nue. Tu es fini,
Moreau, râla-t-il. Ils vont te retrouver. Je suis protégé partout. Moreau s'accroupit devant lui, le regard planté dans le sien. Peut-être. Mais tu ne le sauras jamais. Là où vous allez, il n'y a ni téléphone, ni réseau, ni monde extérieur. Il se releva et donna ses ordres. On les charge dans le minibus. On part. Le minibus et 2 des 4x4 prirent des chemins forestiers, s'enfonçant de plus en plus loin dans des coins perdus, au cœur d'une campagne isolée. La lumière du jour commençait à peine à se lever à l'horizon. Les 11 captifs étaient allongés au sol dans le minibus, surveillés par 4 hommes armés. Certains avaient perdu connaissance sous la douleur, d'autres gémissaient faiblement, d'autres restaient immobiles, les yeux clos, tentant de comprendre ce qui leur arrivait. Deschamps était conscient. Son bras blessé avait été bandé, Moreau ne voulait pas qu'on meure d'une hémorragie avant d'arriver. Ce serait une sortie trop facile. La destination était particulière, un ancien bunker militaire de la guerre froide, profondément enfoui sous terre, dans une forêt éloignée, quelque part loin des routes et des villages. Construit des décennies plus tôt comme poste de commandement de secours, l'endroit avait été abandonné depuis longtemps et officiellement condamné. Mais Moreau connaissait son existence. Au début de sa carrière, son unité y avait effectué des exercices discrets. Le site avait été oublié, absent des circuits officiels. L'accès était envahi de végétation, mais la structure tenait encore, béton épais, ventilation, réserve d'eau, et même un vieux groupe électrogène qui pourrait peut-être redémarrer. Un lieu idéal pour garder des hommes coupés de tout. Quand ils atteignirent l'endroit, l'entrée apparaissait comme une lourde porte d'acier enchâssée dans un monticule de béton couvert d'arbres et de broussailles. La porte était rouillée, mais solide. Moreau sortit un trousseau, il l'avait conservé depuis longtemps, comme s'il avait toujours su que ce jour pourrait arriver. La serrure résista, puis céda. La porte s'ouvrit dans un grincement et révéla un couloir noir qui plongeait sous terre. Une odeur de moisissure et d'humidité les frappa. Tout le monde à l'intérieur, ordonna Moreau. On fit sortir les prisonniers, on leur libéra les jambes pour qu'ils puissent marcher, mais leurs mains restèrent liées. À la lueur des lampes, ils avancèrent dans le couloir en pente, puis débouchèrent sur une vaste salle, un ancien poste de commandement, avec des consoles rouillées sous une épaisse poussière. Plus loin, des chambres, des réserves, des locaux techniques, et au bout, des cellules prévues autrefois pour des détenus en cas d'état d'urgence. C'est là que Moreau les conduisit. Il y avait 6 cellules, chacune avec une porte en métal et un judas. Rien à l'intérieur, juste du béton nu. Dans l'une, un vieux sanitaire métallique et un lavabo doux, contre toute attente, coulait encore de l'eau, probablement un captage souterrain toujours actif. Ils répartirent les prisonniers. Gromov et Zuev se retrouvèrent ensemble, choix délibéré de Moreau. Il voulait qu'ils restent côte à côte, qu'ils voient la peur de l'autre. Deschamps fut isolé, au bout du couloir. Les autres furent distribués dans les cellules restantes. Les portes se refermèrent avec un claquement sourd. Les verrous tournèrent. Les 11 hommes étaient désormais entièrement coupés du monde, enfermés sous terre dans un endroit dont personne ne parlait et que la forêt recouvrait comme une tombe. Moreau resta dans le couloir, regardant à travers les judas. Certains étaient assis, la tête entre les mains. D'autres secouaient les poignets, sans y croire vraiment. Deschamps, lui, fixait Moreau avec un mélange de peur et de rage impuissante. Moreau s'approcha de sa porte et parla. Sa voix était basse, mais chaque mot s'imposa avec une clarté écœurante. Vous resterez ici. Tous les 11. Pour une durée indéfinie. Peut-être longtemps. Peut-être pour toujours. On viendra régulièrement. On apportera de quoi manger et boire. On vérifiera que vous êtes vivant. Rien de plus. Pas d'avocat. Pas de tribunaux. Pas d'espoir. Vous êtes enterré vivant, et personne ne saura jamais où vous êtes. Le visage de Deschamps se vida de sa couleur. Tu n'as pas le droit, c'est illégal, c'est un enlèvement, sa voix tremblait, au bord de l'hystérie. Moreau eut un sourire sans joie. Illégal. Tu vas me donner des leçons de légalité après tout ce que vous avez fait? Non. Pour vous, la loi n'existe plus. Il n'y a que cet endroit. Ces murs. Cette obscurité. Il se tourna vers les autres portes, parlant plus fort pour que tous entendent. Vous avez voulu jouer à Dieu. Décider qui humilier,
qui utiliser, qui briser. Vous pensiez que vos uniformes et vos armes vous rendaient intouchables. Vous vous trompiez. Maintenant vous allez savoir ce que ça fait d'être sans défense, au pouvoir de quelqu'un de plus fort. Que ça vous apprenne la compassion ou que ça vous casse. Ça m'est égal. Pour moi, vous n'êtes déjà plus des hommes. Il marqua une pause. Dans les cellules, le silence devint lourd, presque total. Vous mangerez une fois par jour. Assez pour ne pas mourir, pas plus. Il y a de l'eau dans une cellule. Vous l'utiliserez à tour de rôle, sous surveillance. La lumière restera allumée en permanence. Il indiqua le plafond, de vieilles caméras de surveillance y étaient fixées. Elles fonctionnaient encore, alimentées par une réserve. Tenter de fuir est inutile. Porte d'acier, mur de béton. Même si vous sortez d'une cellule, dehors il n'y a que la forêt, et rien d'autre. Les tentatives de suicide seront empêchées. Je veux que vous viviez. Je veux que vous souffriez. Pas de sortie facile. Derrière une porte, un homme craqua et hurla, frappant le métal. Sortez-moi. Je vous en supplie. Je n'ai rien fait. Je n'ai fait qu'obéir. Sortez-moi. Moreau ne détourna même pas la tête. J'obéissais. L'excuse des lâches et des sadiques, à toutes les époques. Non. Chacun a fait son choix. Maintenant vous payez. Il se tourna vers ses hommes. Laurent, tu organises la logistique. Choisis 2 personnes fiables pour venir régulièrement avec des provisions et de l'eau. Rien ne doit filtrer. Aucune trace. Aucun témoin. Essayez de remettre le générateur en marche. Si ça marche, tant mieux. Sinon, ils feront avec. Réglez les caméras pour un enregistrement continu. Le disque restera ici. Vous le récupérerez périodiquement pour vérifier. Laurent acquiesça. Reçu, mon colonel. Moreau balaya les portes du regard une dernière fois, puis se dirigea vers la sortie. Ses hommes le suivirent. La porte d'acier se referma derrière eux dans un fracas métallique, coupant les prisonniers de leur dernier souffle de liberté. À l'intérieur, la panique monta. Cris, pleurs, silence figé. Mais personne, au dehors, n'entendait rien. La forêt avalait tout. Les jours passèrent. Moreau apprit que les autorités avaient lancé une enquête et émis un mandat à son encontre, l'accusant d'avoir monté un groupe armé, d'avoir enlevé des personnes et attaqué des forces de l'ordre. On le recherchait partout. Son visage circulait. Mais Moreau s'y attendait. Il contacta plusieurs journalistes d'enquêtes indépendants et leur remit des copies de dossiers qu'il avait accumulés au fil des années, des éléments compromettants visant des responsables haut placés, des réseaux de corruption, des liens avec le grand banditisme, des abus de pouvoir. Tout était organisé, documenté, photos, enregistrements, relevés bancaires. C'était son assurance. Par l'intermédiaire de son avocat, il fit passer un message clair, si l'on tentait de l'arrêter ou de s'en prendre à sa fille, tout sortirait. Chaque affaire, chaque secret, deviendrait public. Des carrières tomberaient, des scandales éclateraient. Fallait-il vraiment ça, ou pouvait-on s'arranger? L'effet fut immédiat. La pression diminua. Le mandat existait encore, officiellement, mais les recherches actives se tassèrent. Les contrôles cessèrent de ressembler à une chasse ouverte. Tout passa en mode discret. Moreau comprit que son chantage fonctionnait, personne ne voulait l'explosion d'un scandale plus vaste. On préférait détourner les yeux. Pendant tout ce temps, Marina resta dans un endroit sûr. D'abord au relais de chasse, puis Moreau organisa son départ hors du pays, vers un lieu où il avait des contacts capables de l'accueillir et de la protéger. Elle ignorait l'existence du bunker. Elle ne savait pas où se trouvaient ceux qui lui avaient fait tant de mal. Moreau pensa que c'était mieux ainsi, elle n'avait pas à porter ce poids. Qu'elle reconstruise sa vie. Lui assumerait tout. Les mois passèrent, et dans la prison souterraine, les 11 captifs se brisèrent lentement. Lumière permanente, humidité, isolement, répétition, absence d'avenir, tout rongeait l'esprit. Certains s'éteignirent, assis des heures face au mur. D'autres basculèrent, parlant à des ombres, criant la nuit. Deschamps tenta de sauver une façade, mais lui aussi sentait son mental se fissurer. Gromov et Zueff, enfermés ensemble,
se haïssaient désormais. Chacun accusait l'autre. Leur dispute tournait à la violence, stoppée seulement par ceux qui venaient avec les vivres. C'était une vie pire que la mort, sans but, sans horizon, sans issue. C'était exactement le châtiment que Moreau jugeait juste. Ils avaient arraché à sa fille la dignité, la sécurité, la foi en la justice. Lui leur avait arraché la liberté, l'avenir, et la raison. Le compte était payé. La justice, pour lui, avait triomphé hors des lois. Et le colonel Antoine Moreau pouvait enfin fermer les yeux en sachant une chose, il avait protégé sa fille, et puni ceux qui avaient osé la briser. La guerre était terminée. Et il avait gagné.